Bonjour à tous, bienvenue à la présentation des résultats annuels 2024 d'Altamir. Donc c'est le 29e exercice de la société. Donc je suis avec Maurice Chéniaud, président et CEO d'Altamir Gérance, et Eric Sabia, notre CFO. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Claire. Donc je vais vous épargner la présentation d'Altamir et donc nous allons aller droit au but pour vous présenter le marché du private equity sur l'exercice 2024. Il se résume en un mot qui est le redémarrage du marché. Et comme vous le voyez en termes du volume de buy-out sur l'Europe en 2024, il y a eu 271 milliards d'acquisitions. Donc, par rapport aux 200 milliards de l'année 2023, on ne revient pas aux chiffres de 2021-2022, mais on voit bien un redémarrage de l'activité en termes d'investissement. En termes de désinvestissement, le moteur fusion-acquisition a également rebondi à 199 milliards, mais comme je le rappelle toujours, il y a deux autres moteurs qui, eux, sont restés fermés en 2024, à savoir les introductions en bourse. Enfin, l'introduction en bourse est restée fermée. Par contre, le marché de la dette a redémarré et il y a eu pas mal de récaps. Donc, il y avait deux pistons sur les trois qui fonctionnaient en 2024. Dans ce contexte, quelle a été la performance d'Altamir de votre société? Elle est résumée sur cette page, à savoir que l'ANR, l'actif net réévalué, a cru de 1,4% en intégrant le dividende qui a été payé de 3%, qui a été payé en mai 2024. Et ça se compare à 2,1 de l'année dernière, donc on reste encore dans les basses eaux en termes de croissance de l'actif net réévalué. Par contre, la bonne nouvelle, c'est la croissance, l'amélioration de la rentabilité de l'EBITDA de nos sociétés, qui a cru de 25,6%, contre 6,4% en 2023. Donc ça, c'est extrêmement encourageant, et ce, dans un marché quand même encore difficile. Nous avons une activité de désinvestissement très très significative à 332 millions d'euros, contre 24 millions l'année dernière. 332 millions d'euros, pour situer le débat, c'est exactement 20% du portefeuille qui fait 1,6 milliard. Donc on a cédé, ce qui est logique. On devrait, c'est dans une optique de faire tourner le portefeuille sur 5 ans, eh bien on a cédé 1/5 du portefeuille. Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. On a fait 8 nouveaux investissements contre 6 l'année dernière, pour un montant de 180 millions contre 81 millions l'année dernière. Là encore, si on part de l'idée qu'un investissement doit faire 2 fois sa mise, quand on investit 180 millions, ça correspond à 360 millions d'espérance de prix de sortie. Donc, on est bien dans la bonne dynamique. Et la position de cash au niveau statutaire s'est nettement améliorée à 17 millions, moins 17 millions contre 43,2, mais ce montant de 18 millions n'inclut pas des produits de cession sur des sociétés qui ont été vendues et qui n'ont pas encore été finalisées, comme sur Assured Partners, comme sur une partie de Crystal, et qui n'ont pas encore été encaissés au 31 décembre 2024. Donc, si on fait un zoom sur les montants, sur les désinvestissements, vous voyez sur cette charte qui trace 10 années d'activité que l'année 2024 est presque elle monte sur le podium à la 3e place par rapport à l'historique, à 332 millions, dont 249 millions de cessions complètes de 12 sociétés et 83 millions d'investissements complémentaires. Donc un très fort rebondissement par rapport aux années précédentes, et je dirais même mieux que le marché de façon en termes de rebond. Alors, ces 332 millions se vendent-ils comment? Eh bien, il y a 249 millions de sorties complètes, avec la sortie d'Europe Snacks que nous détenions dans le fonds 8 depuis presque 10 ans, 2013, et à 2,7 fois notre mise. La sortie de Crystal à 2,5 fois notre mise
qui est un investissement de 2021, mais avec un réinvestissement, comme vous le verrez dans la suite. Au niveau de Apax 10 LP, 6 sorties complètes, Assured Partners qui n'a pas encore été encaissé, Elphium, une société indienne, donc 2,5 fois la mise pour Assured Partners, 3,3 fois la mise pour Elphium, 3,3 la mise au total pour Paycor, qui n'a pas encore été encaissé, la dernière sortie, Baltic Classified de 4,2 fois la mise, Guotai, qui est un tout petit investissement, on n'a récupéré que 30 centimes du montant investi, et Genius, 2,7 fois la mise. On a eu également 8,4 millions de deux sociétés du fonds Apax 10 LP, Idealista, qui était un réinvestissement, je vous rappelle, et du fonds neuf, et où on avait déjà fait 4,8 fois notre mise, et là, nous avons fait 2,1 fois notre mise sur le réinvestissement, et Affinity Pay, 4,2 fois le montant investi. On a également encaissé 2 sessions du fonds Apax Development Fund dans des très bonnes conditions, plus 4 fois la mise pour l'une et presque 3 fois la mise pour l'autre. Par contre, nous avons enregistré 2 pertes totales sur l'exercice, Antoria et Vayer Medical, donc qui ont été vendus pour l'euro symbolique. Nous avons eu des sorties partielles avec la principale qui était le refinancement de Tom, qui a permis à la fois de rembourser une partie du capital et un dividende significatif, et puis des refinancements. C'est pour ça que je disais que le piston de la dette a fonctionné, puisque vous voyez qu'il y a eu des refinancements sous forme de dividendes de Marlink, de Candela, de Lexitas, de Odido, de Save-A-Tree, de Safety Clean, et puis de diverses sociétés, donc pratiquement 83 millions de refinancement, en fait, on peut dire, de nos sociétés du portefeuille. En termes de nouveaux investissements, là encore, vous avez un historique sur 10 ans, donc on voit que à 180 millions, on est dans la bonne moyenne avec 8 nouveaux investissements et 46 millions d'investissements complémentaires dans le portefeuille. Donc, ces nouveaux investissements vous sont décrits à la page suivante, à la page 17. Smith & Williamson, c'est donc une société britannique qui est spécialisée dans le conseil fiscal et comptable. En fait, cabinet d'expertise comptable, classique, etc. Alors, c'est un carve-out d'une société, d'une plus grosse société, et Smith & Williamson était le nom historique de cette société. C'est un nom très, très symbolique en Grande-Bretagne. Donc, on lui a redonné, dans le cadre de ce carve-out, on lui a redonné son nom d'origine. Project Viper, c'est la fusion de 2 sociétés, une société qui s'appelle Veriforce et une société qui s'appelle Alcumus. Donc, le même jour, on a fusionné ces 2 sociétés. Alcumus était déjà dans le portefeuille du fonds 10, de Apax LP. Et donc, c'est un projet assez ambitieux, voilà. Altus Fire and Safety, c'est un play dans le domaine de la sécurité incendie. C'est un marché extrêmement fragmenté, avec plein d'opportunités de build-up. Fulgar est une opération, cette fois-ci, qui est faite avec 7-2, et c'est à la fois une société qui est dans le même métier que Altus Fire Safety, qui est de la protection incendie, mais qui a également une autre composante qui est, je dirais, le contrôle médical. En Italie, c'est les sociétés privées, alors qu'en France, c'est un système public de la visite médicale obligatoire. Voilà, donc c'est ce que font ces 2 sociétés. Et là encore, la création de valeur repose essentiellement sur du build-up dans le domaine de la sécurité incendie, qui est en Italie aussi, est un marché extrêmement fragmenté. Et Crystal, c'est le réinvestissement. On fait 2,6 fois la mise et on réinvestit 0,6 fois. Et 13,7, c'est le réinvestissement de 0,6 fois la mise dans Crystal pour poursuivre cette belle aventure.
En termes d'investissements complémentaires, nouveaux investissements, toujours, dans le domaine de la tech, et là, j'avais omis de préciser qu'on était dans les services, hein, enfin la comptabilité, ça c'est le domaine des services. Dans le domaine de la tech, on a Apax 11 investi dans une société Zelis qui fournit des logiciels dans le domaine du software, de gestion du personnel et de gestion de la paye, et puis dans les bénéfices, les avantages sociaux qui sont offerts aux salariés. Thoughtworks, comme vous le savez, c'est une opération très intéressante. Thoughtworks était un investissement du fonds neuf qui avait extrêmement bien performé puisque nous avions d'ores et déjà réalisé 3 fois notre mise alors que le fonds détenait encore 49% du capital. La société était cotée en bourse. On l'a sortie de la bourse avec le fonds 11, ce qui fait que entre le fonds 11 et le fonds 9, Apax LLP détient quasiment avec le management 100% du capital de cette société. Donc on a aujourd'hui un réinvestissement significatif qui est fait au niveau du fonds 11 et le fonds 9, obviously, conserve sa position. Donc il y a tout un travail qui est fait de renforcement de l'équipe de direction. Voilà. Et enfin, Lumion est un investissement qui a été fait par Seven2 aux Pays-Bas et donc qui est une société néerlandaise qui a développé une plateforme logicielle de rendu 3D en temps réel destinée aux architectes, designers et professionnels de la visualisation. Donc une société également extrêmement prometteuse. En sus, il y a donc les investissements qui ont été faits au travers des fonds. Comme vous le voyez, 24 millions ont été investis au travers des fonds Odyssey. 16,7 millions, 24 millions ont été investis au travers des fonds, 16,7 au travers des fonds Odyssey, qui sont investis aujourd'hui, comme vous le voyez, à 75% pour le fonds 21, 45% pour le fonds 22, 19% pour le fonds 23, et donc 3,2 millions au travers du fonds Apax Digital 2, qui lui aussi est investi à hauteur de 41%, et 4 millions 100 au niveau du fonds Apax Dev, qui est investi à hauteur de 14%. Et puis, il y a eu qu'une petite correction pour tenir compte des montants réels investis par rapport à celui qui était estimé dans la présentation que nous avions faite préalablement. À ces investissements nouveaux de 135 millions viennent s'ajouter 46 millions d'investissements complémentaires qu'on a ventilés entre ce qu'on a appelé des investissements offensifs dans Vitaprotect pour faire une acquisition transformante aux États-Unis, dans Infraneo pour faire des acquisitions, et dans Odigo, Palex et OnCourse Home Solutions, et puis 2,6 millions dans des diverses sociétés diverses et variées. Et puis, on a investi 5,4 millions pour renforcer la situation financière de Infovista, et dont je dirai un mot tout à l'heure, qui est en train de se redresser. 4,6 millions dans Mental Better, qui également montre des signes d'amélioration. Par contre, on a investi 2,3 millions dans Eating Recovery Services, que l'on va perdre comme investissement, donc avec ce qui était investi précédemment et ce qu'on a investi ici. Et puis, il y a eu 9,7 millions pour Thoughtworks et Inmarsat qui ont été refinancés. Voilà. Donc, tout ceci se traduit par une croissance de 1,4% de l'actif net réévalué. Vous voyez que donc l'actif net réévalué au 31/12/2024 s'élève à 35,06. À comparer, il est en baisse bien évidemment depuis 2021, puisqu'en 2021, on était à 37,81 € et qu'on est à 35,06 €, c'est-à-dire 2,75 € de moins que le pic de 2021. Mais ces 2,75 € de moins sont compensés par le fait que nous avons payé un dividende de 1,13 € en 22, de 1,08 € en 23, de 1,08 € en 24, c'est-à-dire 2,16, 3,16, 3,29. Donc on a payé 3,29 € de dividendes pour une baisse de 2,75 €
de l'ANR. Donc, en fait, le portefeuille, ça veut dire que le portefeuille a très bien résisté, puisque le portefeuille a permis à la fois de couvrir les dividendes, mais de couvrir, comme vous le verrez tout à l'heure, l'ensemble des frais, aussi bien directs que sous-jacents. Donc, je pense que nous allons rebondir à partir de ces mouvements-là. Et voilà. Donc, on passe au bridge et je donne la parole à Eric Sabia, notre directeur financier, pour vous commenter cette évolution de l'actif net réévalué. Merci Maurice. Donc, effectivement, comme Maurice vient de le décrire, ce qui explique le passage de l'ANR à fin décembre 23 à l'ANR à fin décembre 24, c'est deux choses. C'est la création de valeur sur la première partie du graphe, avec 73 millions de création de valeur sur l'exercice, principalement tiré par les plus-values réalisées, donc sur les cessions du portefeuille, à hauteur de 53 millions d'euros, et également un petit peu par la revalorisation des sociétés encore en portefeuille. Cette création de valeur, malheureusement, ne compense pas le reste du graphe sur la gauche, les frais et le dividende. C'est-à-dire que si on met de côté le dividende, la création de valeur couvre les frais, qui sont un peu plus de 43 millions d'euros, plus 9,7 millions d'euros de frais financiers. Mais les 20 millions d'écart entre le 31-12-24 et le 31-12-23 s'expliquent par le dividende de 40 millions d'euros qui a été versé sur l'année. Si on passe à la page suivante, on vous donne le détail de la création de valeur par secteur cette fois-ci. Donc là, on voit qu'on est tiré très fortement par le secteur Tech and Telco, par le secteur Consumer et le secteur Service. Le secteur Healthcare, lui, s'inscrit en recul. Les deux messages que je voudrais passer sur ce graphe sont les pertes, sont le fait que malgré ces 73 millions de création de valeur, on a eu trois pertes sur l'exercice, qui sont, comme Maurice le mentionnait un petit peu avant, Antoria et Vayer et Eating Recovery Center, deux sociétés du secteur healthcare et une société des services qui, sinon, auraient créé, si on n'est pas pris en compte cette perte de valeur, aurait créé 122 millions de création de valeur au lieu des 73 qu'on a enregistrés. Donc, je voudrais simplement signaler ici que, comme vous le voyez, le secteur healthcare, le secteur de la santé, sous-performe de manière assez significative, et ceci a conduit aussi bien Apax 7-2 que Apax LLP de décider de ne plus investir à l'avenir dans le secteur de la santé, à l'exception bien évidemment des activités dans le domaine du service, des domaines du service ou de la distribution dans le secteur de la santé, ou dans le domaine des logiciels dans le secteur de la santé, qui, elles, seront traitées soit au niveau des services, soit au niveau de la tech, mais le secteur de la santé proprement dit ne fera plus partie des investissements qui seront réalisés par aussi bien Apax LLP que 7-2. Par contre, dans les fonds Altaroc, parmi les gérants que nous sélectionnons, nous avons une exposition assez significative, disons au moins d'une dizaine de % dans le secteur de la santé. Donc, on restera présent dans le secteur de la santé, mais au travers des fonds Altaroc. Voilà. Merci. Excusez-moi, Eric. Complètement parfait. En page 23, on vous présente les différents leviers de création de valeur qui ont été utilisés par les gérants que nous avons en portefeuille pour créer la valeur au niveau du portefeuille. Et on voit que, comme pratiquement à chaque fois, la majeure partie de la création de valeur est tirée de la croissance de l'EBITDA, qui est effectivement sur 2024 compensée par une baisse significative des multiples. Et on ne va pas s'apesantir sur les chiffres parce qu'il y a plusieurs opérations complexes qui ont été réalisées à la fois par les fonds Apax LLP, par les fonds 7-2, polluent un petit peu la lecture. Sur la droite, on vous présente le passage de la valeur du portefeuille à fin décembre 23 à fin décembre 24, et on voit que globalement, notre portefeuille reste stable. On a réalisé beaucoup de cessions, beaucoup d'investissements sur l'année, et la création de valeur de 19,2 millions d'euros compense la très légère baisse. On a un portefeuille qui est vraiment stable sur l'exercice. Le slide précédent était la variation du portefeuille en fair market value. Si on fait un zoom maintenant sur la partie portefeuille at cost, on voit que notre portefeuille at cost a lui progressé, passant de 982 à 1,80 milliard, donc soit une hausse de 10% sur l'exercice.
alors que dans le même temps, notre situation nette sociale ne progressait que de 3%. Donc ça, c'est un indicateur qu'on suit d'assez près, puisqu'on essaie d'être investi au maximum, et on voit qu'aujourd'hui, notre portefeuille représente plus de 117% de la situation nette sociale. Donc c'est un indicateur très, très intéressant que nous suivons comme le lait sur le feu. Page suivante, page 25, on vous présente les différentes manières de valoriser le portefeuille, soit en utilisant des comparables ou des transactions récentes, ou si les sociétés sont au prix de revient ou valorisées d'après leur cours de bourse. On voit qu'on n'a aujourd'hui que 2% du portefeuille qui sont représentés par des sociétés cotées, principalement OpenLane et Paycor, et ce chiffre devrait baisser parce qu'on a encore aujourd'hui, au 31 décembre, des sociétés cotées en portefeuille qui devraient sortir sur le début 2025. Sur le slide suivant, on vous présente l'uplift. L'uplift, qui, je vous le rappelle, est la différence entre la valorisation à laquelle nous cédons les actifs sur une année donnée et la valeur à laquelle ces actifs étaient détenus précédemment à la décision de cession par le gérant. Et on voit que l'uplift, comme c'est le cas historiquement, est resté positif sur 2024, car il comprend beaucoup de cessions, Crystal, Europe Snacks, et on a néanmoins inclus 2 sociétés dans cette uplift, qui sont Antoria et Vayer, qui, même si elles sont encore présentes en portefeuille au 31 décembre, puisqu'on sait qu'on va les perdre, on les a déjà inclus dans l'uplift de 2024. Donc même si ces sociétés ont été déjà quelque part anticipées en termes de prise en compte dans l'uplift, on conserve un uplift positif sur 2024. Page 27, on vous présente les engagements résiduels d'Altamir à fin décembre. Donc on a encore 500 millions d'engagements résiduels à fin décembre, dont 123 millions d'euros ont déjà été engagés par les fonds en portefeuille. Je rappelle qu'il y a l'utilisation par les fonds de lignes de crédit qui nous permettent d'avoir, nous, une visibilité sur les décaissements qui sont à venir. Et 123 millions d'euros sont déjà investis sur ces 502 millions, qui se répartissent sur les 3 allocations qu'on vous présente sur le reste du slide. Principalement, on le voit dans l'allocation 2023 sur le fonds 11LP et en 2019 sur le fonds 7210LP. En termes de cash, nous avons une position de cash, comme le disait Maurice, qui s'est améliorée quand même sur 2024, surtout qu'elle ne prend pas en compte à fin décembre un certain nombre de cessions qui sont réalisées, mais dont l'encaissement des proceeds sera un petit peu étalé sur début 2025. Et nous avons une position de cash dans les comptes sociaux qui s'établit à moins 17,7 millions d'euros. Dans la décomposition, vous est donné un petit peu plus bas sur le slide. Et un cash IFRS qui s'établit stable en gros par rapport à 2023 à moins 186 millions d'euros. Et il est quand même important de mentionner que nous avons encore au niveau de la société, comme à fin 2023, 135 millions de lignes de crédit. Nous travaillons régulièrement à leur extension ou à leur renouvellement, et ainsi on a renouvelé sur 2024 et même sur début 2025 un certain nombre d'entre elles. Merci beaucoup Eric. Donc au niveau nous sommes à la page 29, au niveau des événements significatifs, nous vous confirmons que notre portefeuille n'a pas d'exposition significative en Russie ou en Ukraine. La seule information nouvelle post-closing, c'est le fait que le fonds Apax 11 a annoncé un investissement dans Kohn Reznick, qui est également une société d'expertise comptable, fiscale, etc., aux États-Unis. Et donc, c'est une firme significative avec 29 bureaux employant plus de 5000 salariés et 330 partenaires. Et donc, on considère là encore, c'est un marché extrêmement fragmenté aux États-Unis. Et là encore, il y a la possibilité de créer un grand leader dans un secteur qui est extrêmement récurrent. Donc, ceci marque... alors, nous arrivons maintenant à la chose la plus importante, puisque je dis chaque année que la valeur de votre société, c'est la valeur de son portefeuille. Donc, vous voyez en page 31... que le portefeuille à fin décembre 2024 comprend 67 sociétés pour 1,625 milliard. Quand nous disons 67 sociétés, les sociétés que nous individualisons, parce que dans les fonds Altaroc 21, 22, 23, Apax Digital 1 et 2 et Apax Development, nous avons des centaines de sociétés. Donc, on ne communique pas sur toutes ces sociétés, mais en réalité, le portefeuille, alors bien sûr, pour des montants investis, si j'additionne 3,5% dans Odyssey, 1% dans Digital 1 et 2 et Apax Dev dans 1,3%,
ça nous fait un 3, 2, 3, ça nous fait 5-8%. Donc, pour ces 5-8%, nous avons 6% allés, nous avons des centaines de sociétés, mais lorsque nous parlons de 67, c'est dans les 94 autres pourcents. Et donc, ils se ventilent en 21% en investissement direct ou co-invest et 75% via les fonds 7-2 et Apax Funds. Le portefeuille, comme vous le voyez à la page 32, est bien équilibré en termes, là nous sommes en fair market value, et nous ne sommes pas en cost. Le portefeuille est 53% en tech, 26% dans les services, 17% dans les consumers et 4% dans la santé. Par vintage, puisque les vintages sont importants dans le sens où c'est ce qui donne un peu le potentiel de sortie, et donc vous voyez que ce qui est en gris et en rose pâle représente environ 30% du capital, donc qui sont les potentielles cessions qu'on attend sur les 12-18 mois à venir. Et par géographie, alors je réponds, on est 70% en Europe, 23% aux US et 7% dans le reste du monde. Ce tableau est toujours, il faut le prendre avec des pincettes parce que ce classement est fait à partir des sièges sociaux des entreprises, et la réalité, c'est que la plupart de nos entreprises aujourd'hui sont très internationales. Si je prends simplement un exemple qui est Marlink étant une société complètement globale, et on la présente dans les 70% alors qu'elle a une part significative aux États-Unis et dans le reste du monde. Mais notre portefeuille est donc bien diversifié du point de vue géographique. Alors, comme vous le savez, la thèse d'Altamir, c'est d'investir dans des sociétés en croissance. Et pour nous, la croissance, c'est la croissance de l'EBITDA. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, on vous présente la croissance des sociétés, de l'EBITDA de nos sociétés du portefeuille comparée aux 35 ou 36 sociétés du CAC 40, les sociétés non financières du CAC 40. Et vous voyez que si en 22 et 23, on avait fait moins bien que les sociétés du CAC 40, alors que historiquement, on avait surpassé significativement le CAC 40, vous voyez qu'on a repris en 24, on a repris très significativement la bonne direction. Alors après, on vous donne un peu plus de chair sur, on vous dit qu'il y a 37 sociétés qui représentaient 67% du portefeuille at cost et 81% du portefeuille en fair market value, qui ont une croissance de leur chiffre d'affaires, dont certaines plus de 20%, etc. Donc, un portefeuille qui globalement se porte bien. En termes de croissance de l'EBITDA, vous avez à peu près des chiffres à peu près similaires. 75% des sociétés at cost ou 86% en fair market value ont une croissance de leur EBITDA, et donc c'est ce qui explique la croissance de 26% en blended moyenne. Et donc vous voyez qu'il y a même 40% qui a cru de plus de 20%, voilà. Donc, par contre, si on a une croissance de l'EBITDA, on a eu un recul significatif des multiples. Vous voyez que on est retombé presque au niveau de 2021, voilà, avec un portefeuille qui, lui, a une orientation de plus en plus tech et plus en plus croissance. Donc, ce multiple de 13,6 est réellement très, très conservateur. Par contre, vous voyez que le niveau de dette le levier reste autour proche de 6. Donc, voilà. Mais donc, porté par quelques sociétés qui étaient surendettées. Voilà. Mais aujourd'hui, on a, mis à part les sociétés qu'on a perdues, les problématiques se sont matérialisées. Antoria, par exemple, pèse sur le multiple, alors qu'Antoria est le multiple de dette, j'entends, alors qu'Antoria est perdu. Donc, on va voir au prochain reporting, quand Antoria sera sorti du portefeuille, on verra ce multiple revenir à des niveaux beaucoup plus significatifs.
On vous a ensuite présenté les 20 principaux investissements qui représentent 68% de la fair market value du portefeuille. Et comme vous le voyez ici, ces 20 investissements ont un cost résiduel de 677 millions pour une valorisation d'1,1 milliard et elles sont toutes marquées au-dessus du cost, à l'exception de Infovista et de Mental Better qui sont légèrement en dessous du cost. Je reviendrai là-dessus. Donc, si vous le voulez bien, je vais commenter la performance de chacune de ces 20 sociétés du portefeuille en restant dans le secteur des tech tout d'abord. Donc, Destiny, comme vous le savez, c'est un acteur européen majeur dans les communications unifiées à la demande, ce qu'on appelle UCaaS. Donc, la société a continué à très bien performer en termes de croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDA et a continué à son déploiement international en pénétrant le marché allemand avec une première acquisition dans le marché allemand. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est que même si le chiffre d'affaires global n'a progressé que de 3,5%, la partie software division, qui est celle qui a le plus de valeur, croît à 10% par an. En ce qui concerne Greitech, c'est donc un éditeur et distributeur international de logiciels BIM, ce qu'on appelle Building Information Modeling, pour la conception, le calcul, la simulation et la fabrication et la gestion collaborative. Greitech, là encore, fait une très très belle année, aussi bien en organique qu'en croissance externe. Et donc, la société déploie son plan de transformation digitale. Et donc, aujourd'hui, c'est le premier revendeur mondial de Autodesk. Et voilà, donc c'est une société extrêmement performante dans notre portefeuille. En ce qui concerne Marlink, comme vous le savez, on l'a depuis très longtemps dans notre portefeuille, c'est un leader mondial des services de communication par satellite, principalement dans les zones maritimes et dans les zones terrestres reculées. La société affiche, là encore, des performances absolument remarquables, mais avec des acquisitions, voilà. Et par contre, vous constaterez que Marlink voit sa valorisation à fin 2024 a baissé par rapport à sa valorisation en 2023, alors que la société fait des très bons résultats. Et la raison de cela, c'est que pour créer de la liquidité, Marlink va être transféré avec une partie de cristal dans un fonds de continuation qui est racheté par des fonds secondaires. Et donc, la baisse de la valorisation de Marlink n'est pas du tout liée à son activité ou à la baisse des multiples des comparables, mais au fait de créer de la liquidité pour les fonds. Et donc, Altamir est présent dans Marlink au travers des fonds 8 et 9, et donc là, on va céder nos titres. Par contre, on est présent dans Marlink aussi en co-investissement, et là, une décision à prendre, on va certainement réinvestir, conserver une grande partie de Marlink. Voilà. En ce qui concerne Odin, c'est un des principaux fournisseurs néerlandais de services IT externalisés et opérés dans le cloud. Après un démarrage assez lent, vous voyez que Odin, grâce à des acquisitions et une gestion, une amélioration de sa gestion, fait d'excellentes performances, surtout dans son activité principale. Voilà. Donc, très belle performance de Odin. Odigo, je vous rappelle que le modèle Odigo, tout d'abord, est le leader des solutions de contact center as a service, principalement destinées aux grandes entreprises. La thèse d'investissement d'Odigo, qui était essentiellement, je dirais, en licence, a été de transformer tout le business en SaaS. Donc, ça a pris plus longtemps que prévu pour le faire. Ça a pris plus longtemps, ça a coûté plus cher, etc. Mais cette opération est maintenant faite, la mutation en SaaS est faite, et donc grâce à cela, vous voyez une croissance très significative de l'EBITDA, puisque le passage en SaaS permet de réduire significativement les coûts. Par contre, le prix à payer a été un moindre réalisation en termes de chiffre d'affaires, et toute l'énergie maintenant de l'équipe dirigeante va être de redémarrer la croissance du chiffre d'affaires
tout en continuant l'amélioration des coûts. Vitaprotech est donc un leader français de la sécurité électronique premium pour les sites sensibles ayant des besoins de sécurité élevés. Donc aujourd'hui, le phénomène marquant, c'est l'acquisition du leader américain, donc qui permet à la société de pratiquement doubler de taille en étant sur les deux rives de l'Atlantique. Par contre, la société a dû faire face à, je dirais, à un environnement peu propice, ce qui se traduit par une baisse de son chiffre d'affaires et de son EBITDA en organique, mais des actions très fortes sont prises pour redresser la situation. Toujours dans le domaine des tech et telco, Infovista, qui est un leader mondial dans les solutions logicielles d'amélioration de la performance des réseaux, je vous rappelle qu'Infovista, que nous avons globalisé par toute une série d'acquisitions, a également fait face depuis 2 ou 3 ans à un marché, d'ailleurs comme Photoworks, c'est un marché des tech et telco qui est extrêmement négatif, si on peut dire, et donc la société a dû changer complètement son équipe de dirigeants et donc engager une stratégie de réduction de coûts majeure. Mais vous voyez que le redressement est en cours, qu'aujourd'hui, sur l'exercice qui va se terminer au 31 juillet, la société espère être en ligne avec son budget et avec un EBITDA positif. Et par ailleurs, la société a renégocié ses dettes et donc elle est en état de marche avec une équipe de direction en place, le redémarrage de l'activité. Voilà. Et on espère un redémarrage de l'activité. Expereo est un acteur majeur de la connectivité et de l'accès managé à Internet à l'échelle mondiale. Là encore, je vous rappelle que toute la stratégie d'Expereo, qui historiquement vendait ses solutions au travers des acteurs des grands opérateurs télécoms. La stratégie de Expereo a été de bypasser ces opérateurs télécoms en vendant direct aux sociétés avec des meilleures marges et en allant surtout sur le marché US. Dans un premier temps, les opérateurs télécoms avaient réagi mollement, puis voyant le succès de Expereo, ont réagi plus brutalement, et donc là, la raison pour laquelle on voit le chiffre d'affaires et les EBITDA en légère décroissance, c'est parce que la croissance de l'activité directe ne compense pas intégralement la baisse du business avec les telcos, mais comme cette part continue à se réduire significativement, les courbes vont se croiser. De plus, un nouveau dirigeant a été mis en place en provenance de l'intérieur. On est toujours dans les tech et telco, qui est clairement sur les 20 sociétés, elle représente combien elle représente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 sur les 20 sont dans le top 20, si on peut dire. Et puis ici, là encore, donc je vous rappelle que c'est un leader européen dans le secteur des logiciels de CRM. La société, suite à la nomination d'un nouveau dirigeant, a réellement redécollé, comme vous le voyez, avec une croissance de 80% de son EBITDA, et puis une légère décroissance de son chiffre d'affaires, avec deux business qui ne fonctionnent pas dans la même direction, mais là encore, tout va bien. Alors Photoworks, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc aujourd'hui ça va redevenir un investissement significatif dans notre portefeuille, puisqu'on va le détenir à la fois au travers du fonds 9 LP, du fonds 11 LP, et on a un co-investissement dans cette société. Donc là encore, la sortie de bourse se traduit par la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante, par une stratégie beaucoup plus agressive en termes de conquête de clients, et puis d'une stratégie beaucoup plus agressive en termes de réduction de coûts, donc un plan très ambitieux de création de valeur à l'abri du marché boursier. Voilà. Donc on quitte l'univers des tech et telco, 10 et 10 à l'instant, 10 sur les 20, pour arriver au secteur des services,
Alors, on revient à des choses beaucoup plus palpables ou buvables avec AEB. Donc, on vous rappelle que c'est un leader mondial dans le domaine des ingrédients et services pour les boissons et les produits alimentaires, mais enfin essentiellement le vin et la bière, hein, pour être clair. Là aussi, la société fait face à un marché de la production de vin qui est en réduction significative un peu dans tous les territoires. Néanmoins, la société, dans ce contexte, parvient à maintenir son chiffre d'affaires, à maintenir son EBITDA, et la société s'est recentrée en vendant des activités un peu externes, et un nouveau dirigeant est en place. Opteven est un des leaders européens des services et produits d'assurance automobile. Quand votre voiture tombe en panne sur le périphérique, si vous êtes adhérent à Opteven, c'est là qu'on vient vous dépanner, etc. Donc, la société connaît un très bon démarrage avec une croissance de sa marge brute et de son EBITDA de plus de 20%. Et la société poursuit sa stratégie d'expansion européenne par une acquisition en Italie et en Allemagne. Et bien sûr avec un renforcement de son équipe de direction pour faire face à cette forte croissance. Cristal, bien comme vous le savez, c'était un des leaders français dans le conseil de CGP, dans le conseil en gestion de patrimoine, sous la houlette de 72. La société a fait plus d'une vingtaine d'acquisitions, dont 3 ou 4 extrêmement transformantes, dont Primonial, qui ont permis de multiplier par plus de 3 le chiffre d'affaires et la rentabilité. La société a été cédée en octobre 24 à Goldman Sachs, et 72 a décidé de réinvestir à leur côté. Voilà. Et Cristal, également, une part de Cristal sera dans le fonds de continuation qui aura Marlink. Donc, nous aurons à l'avenir, Altamira aura deux pieds dans Cristal, un au travers du fonds Apax 10 Mid-Market, enfin 72, et au travers du fonds, au niveau de notre co-invest, au travers du fonds de continuation qui contiendra Marlink et Cristal. Alors, Fulgard, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un play dans le domaine de la sécurité incendie. C'est un nouvel investissement qui a été fait par 72, et donc avec un objectif de croissance par acquisition, de build-up très, très, très important. Voilà. Toujours dans le domaine des services, PIB Group est donc un leader dans le courtage en assurance basé au Royaume-Uni avec une présence en Europe continentale. Là également, c'est un buy and build, une buy and build story avec un nombre très significatif d'acquisitions sous la houlette d'Apax LLP, et donc qui se traduit par une croissance de 18% du chiffre d'affaires et de 40% de l'EBITDA. Donc voilà. Et notamment la société qui était essentiellement UK-based est maintenant pan-européenne avec 40% de son chiffre d'affaires en Europe continentale. Assured Partners, c'est la même histoire, mais aux États-Unis. Donc un nombre de une croissance absolument extrêmement significative. Assured Partners a été cédé en fin d'année, et donc la cession devrait se concrétiser dans les prochains jours. Et là encore, la valeur de Assured Partners qui est en croissance est en retrait par rapport à celle de 2023, à la fois pour tenir compte du fait de la cession, puisque Assured Partners, simplement pour situer le débat, c'est une cession à 16 milliards de dollars qui a été vendue à un industriel du secteur. Mais le prix, pour se vendre un actif de 16 milliards, il a fallu prendre une petite décote par rapport à la dernière valorisation dans nos livres. Voilà. On termine sur un investissement. Ah oui, pardon, j'avais encore, excusez-moi, j'ai encore dans les services Infraneo, excusez-moi. Donc, Infraneo est un leader
Infraneo, c'est pas un leader. C'est un leader dans un leader dans le domaine de la gestion des infrastructures. La gestion des infrastructures, voilà. Donc, la société a continué à faire des acquisitions et vous voyez que son chiffre d'affaires a déjà doublé par rapport à l'investissement qui date pas plus de 12 mois dans le portefeuille de Seven2. Et donc, là encore, on a beaucoup d'attentes sur ce projet. Et enfin, le Project Viper est une référence mondiale dans la fourniture de solutions intégrées et de services dédiés à la gestion des risques supply chain. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vocabulaire? Ce vocabulaire veut dire que, en réalité, aujourd'hui, quand vous êtes un grand groupe et que vous voulez, je sais pas, construire une usine ou construire un nouvel bâtiment, etc., eh bien, vous devez faire appel à des sous-traitants, mais vous devez calibrer la qualité de ces sous-traitants aussi bien en termes de la réglementation, en termes de sécurité, leurs salariés, etc. Et ce que fait cette société, eh bien, elle organise un réseau qui s'élargit au fur et à mesure de sous-traitants qu'elle valide et qu'elle certifie, etc. pour le compte des grands donneurs d'ordre, finalement. Donc, ce Project Viper, c'est la combinaison de deux sociétés, une nouvelle société qui s'appelle Veriforce et une société Alcumus qui était déjà dans le portefeuille neuf et qui vont être fusionnées toutes les deux, sachant que le fonds neuf reviendra à hauteur de son apport dans l'investissement dans le projet Viper. Donc là, on l'aura au travers du fonds 9 et au travers du fonds 11, ce Project Viper. Voilà. C'est la raison pour laquelle il fait son entrée brillante dans le top 20. Voilà. Il ne reste plus que deux investissements, un dans le consumer et un dans le secteur de la santé. Donc Tom, qui est c'est la société d'Anctom, c'est, comme vous le savez, c'est Histoire d'Or, c'est Marc Orient, c'est en Italie, en Allemagne, Eurovivo, et en Italie, Strolli. Donc, la société qui termine son exercice au 30 septembre a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 4,5 et de son EBITDA de 2,5. Il faut savoir que cette performance est absolument remarquable parce que le marché est en très forte régression, que d'autre part, le cours de l'or ayant augmenté de 40% et que nous ne répercutons pas l'augmentation du cours de l'or, ça nous coûte à peu près 15 millions de pertes d'EBITDA chaque année. Donc, mais nous gagnons des parts de marché et donc par ailleurs, comme vous le savez, on a fait un second refinancement en début d'année 2024 qui nous a permis de récupérer 60 millions d'euros sous forme de dividendes et de rachat de remboursement de notre cost. Et ce qui fait que sur les 100 millions que nous avions investis à l'origine, nos 100 millions ont été intégralement récupérés 3 ans après notre investissement initial. Et Tom est toujours valorisé à plus de 2 fois la mise sur le restant. Enfin, le dernier investissement, c'est Mental Better dans le secteur de la santé. Mental Better est donc un fournisseur néerlandais de soins ambulatoires pour les troubles de la santé mentale de gravité légère et moyenne. C'est le même business que Eating Recovery Services aux États-Unis. Par contre, là, le redressement se fait mieux et donc vous voyez que l'EBITDA et les chiffres d'affaires sont en vue, malgré toujours un manque de thérapistes et une inflation salariale extrêmement douloureuse. Néanmoins, Mental Better est aujourd'hui revalorisé presque à 60 ou 70% de son cost. Donc, on espère que la société va poursuivre son redressement. Donc, ceci couvre les 20 principaux investissements du fonds. Donc, tout ceci se traduit par quoi? Eh bien, en termes de NAV, vous voyez que, eh bien, avec 3 années de vache maigre, notre TRI est tombé à 11,4% sur les 10 dernières années. Nous surperformons encore de 2 points nos benchmarks. Par contre, sur 5 ans, on fait jeu égal avec nos confrères. Et bien évidemment, sur 3 et 1 an, on est en retard. Mais j'espère qu'on va
redémarrer. Et en ce qui concerne le dividende, nous avons toujours notre politique de payer 3% du dividende de l'actif net réévalué au 31 décembre. Donc, nous allons proposer au Conseil, le Conseil va décider sur cette décision qu'ils vont soumettre à l'Assemblée générale. Et donc, par contre, en termes du total shareholder return, qui comprend à la fois l'évolution du cours de bourse et le dividende qui est payé, vous voyez que là encore, nous surperformons alors sur toute la durée nos confrères et même le CAC Mid and Small. Voilà. Donc, pour vous donner, donc nous, ce que nous suivons, bien évidemment, c'est la performance des opérations de buy-out depuis la création d'Altamir. Et vous voyez que on a investi pour 2,5 milliards depuis le premier jour, avec un multiple de 1,82 et un IRR de 15%. Que le portefeuille totalement réalisé, le portefeuille se ventile entre moitié-moitié, c'est absolument extraordinaire, entre le portefeuille réalisé et le portefeuille non réalisé. Sur le réalisé, on fait mieux que la moyenne, on fait 1,92, mais 14,6 de TRI. Et sur le unrealized, ce qui est normal, on fait 1,7, mais 16,9 de TRI, donc ce qui est assez prometteur. Enfin, j'avais indiqué en 2021 nos objectifs à l'horizon 5 ans, à savoir qu'on souhaitait investir 170 millions par an en moyenne. Et donc, vous voyez qu'on avait investi que 38 millions en 23, mais 180 en 2024. Et lorsqu'on additionne les 4 années, on est à 204 par rapport aux 170. Donc, on est bien dans les. Il va pas falloir faire beaucoup pour tenir l'objectif sur 5 ans. En termes de désinvestissement, on visait 230 millions en moyenne. Là encore, après 12 millions qui pouvaient faire peur en 2023, on a 333 en 2024, ce qui montre que c'est quand même un métier cyclique. Hein. C'est pas linéaire, c'est notre métier, c'est un métier cyclique. Et donc, on est à 279 sur 4 ans. Donc là encore, on est bien dans les objectifs. Et en termes de croissance de l'EBITDA organique de 7%, avec un piètre 1,4 en 2023. Là, on rebondit fortement, mais ça inclut, les 25,6 inclut la croissance extra-organique, et on est à 17%, tout compris, donc on tient bien nos objectifs. Voilà. Donc, en conclusion, comme je vous le dis chaque année, pourquoi investir dans Altamir? Parce que c'est une proposition de valeur unique qui permet d'accéder aux investissements des fonds Apax au plan mondial, que notre stratégie elle est centrée sur la croissance, hein, aussi bien de l'actif net réévalué et des long-term growth, que notre shareholder return offre un rendement de 4 à 5% par an, une croissance à 2 chiffres de double-digit shareholder return, et que le entry point aujourd'hui reste encore très attractif avec une décote de l'ordre de 30%, et que nous avons un profil intrinsèque, un portefeuille très diversifié par secteur, par géographie, par levier, etc., une équipe dirigeante expérimentée et un modèle fiscal très efficient. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Claire et Eric se joignent à moi pour vous remercier de votre fidélité, et on vous donne rendez-vous dans 6 mois. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.